Si loin que je puisse remonter, j'ai toujours eu une fibre combative. Et des grands champions de sport de combat excités, c'est rare, quoi. Première fois que tu mets les pieds dans une salle de MMA, est-ce que ça change en toi, en tout cas entre De MMA ou sport? sport de combat en général? Ouais, bien sûr. J'ai Moi, un peu je m'en souviens très bien. C'était donc chez Robert Paturel, Ouais. qui était mon premier entraîneur, je veux dire. Et il avait une salle qui était un gymnase. Et il n'y avait pas du tout de matériel. C'était vraiment un cours loisir à Rueil-Malmaison. Et avant, il y avait le cours de basket. Donc, je suis venu plusieurs fois voir le cours de basket. Et puis après, c'était enchaîné par la boxe. Et je m'intéressais déjà au sport de combat. Et je regardais le cours et j'avais envie de le faire. Et voilà. Donc, ma grand-mère a finalement accepté que je fasse mon premier cours parce qu'au début, elle n'était pas... Elle voulait pas, ouais. Non, pas du tout. Je me souviien que tu en avais parlé. Ouais, elle n'était pas chaude du tout parce qu'elle pensait que j'étais un peu turbulent, un peu virulent et elle avait l'impression que ça allait s'empirer. Alors que ça a eu l'effet contraire. Elle l'a senti que ça a eu l'effet contraire, que Oui, ça t'avait complètement. canalisé. Ok. Ah bah, c'était radical. Je suis là, je casse les couilles à tout le monde. Je suis arrogant, je suis insolent. Je suis le gamin qui est le teenager qu'on a du mal à driver et à contrôler. Et du jour au lendemain, je fais mon premier entraînement et bim, tout rentre dans l'ordre en fait. C'est un peu ce rôle-là, j'imagine, de ton côté. Tu dois en voir beaucoup de personnes que ça a calmé les arts martiaux. Carrément. En fait, quand tu prends un enfant ou un ado qui est soit hyperactif, soit qui n'aime pas les règles, qui ne tient pas en classe, qui ne tient pas à la maison, ou tu as des consultations, enfin j'ai des consultations avec les parents qui viennent me voir, qui sont épuisés, ils disent on ne peut plus rien faire, quoi. Le grand réflexe qu'il y a eu ces 30-40 dernières années, c'était de lui faire un truc calme. Ouais. Parce qu'on pensait que le truc calme allait le rendre calme. Et en fait, c'était pire. Et finalement, de l'emmener au charbon dans un truc complètement explosif, il est dans son élément, ça épouse enfin son rythme. Et du moment où il rentre à la maison, il arrive à peu près à avoir beaucoup moins de choses explosives par rapport au rythme qui est plus calme à la maison. Parce qu'il a son temps d'explosivité. Donc, il faut vraiment leur donner ça à ces enfants, à ces ados-là. Moi, j'ai l'impression que dans le monde actuel, il y a beaucoup de personnes qui disent mon enfant est hyperactif et je vais pas le mettre au rugby, je vais pas le mettre au sport de combat, sinon ça va être de pire en pire, etc. Mais c'est dingue. Alors qu'en réalité, c'est même clairement carrément. le contraire. Ouais. Déjà, le TDAH, ça explose parce qu'avant, on ne diagnostiquait pas, déjà. Mais il y en avait beaucoup. Moi, je pense que j'en suis un. Tous ceux qui sont un peu excités du bulbe, qui font 45 trucs à la seconde, qui ont d'un coup des passions, tu vois, qui vont à fond, qui geekent, c'est souvent des gens comme ça, TDAH. On s'arrête souvent au versant hyperactivité motrice, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est vraiment être... Une hyperactivité même cérébrale. Exactement. Ouais. Ça part dans tous les sens. Et en fait, ça, c'est des profils, justement, au plus tu les mets dans des trucs où ils courent, ils sont en pleine nature, ils font des roulades, ils sautent, ils se percutent, au mieux, ils se sentent, quoi. C'est aussi peut-être une question de fixer des objectifs de long terme. Est-ce que pour toi, par exemple, ça a été ça? Le fait de se dire, je veux devenir combattant, donc il faut que j'ai l'éthique de travail d'un combattant, que j'aille à l'entraînement. Déjà, ça donne un objectif court terme, c'est-à-dire tous les jours, plus ou moins, ou en tout cas 3 fois par semaine. Je pense que c'était plutôt ça. Est-ce que ça a, par exemple, aidé aussi à te canaliser? Moi, c'est clair qu'à partir du moment où j'ai fait mon premier entraînement et que j'ai eu une révélation, tu vois, où je dis, voilà, c'est ça que je veux faire, j'ai trouvé ma vocation. Effectivement, ça... Parce que je pense qu'arrivé à un certain âge, dans l'adolescence, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation qui apparaissent, existentiels. En gros, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire dans mon futur? Qu'est-ce que... mes parents veulent que je sois ça, mais moi, ça me casse les couilles. Qu'est-ce que je vais faire? Et on se pose pas mal de questions. Moi, à partir du moment où j'ai fait mon premier entraînement, je savais ce que je voulais faire. Donc déjà, c'est un libérateur et puis c'est un soulagement, tu vois. Tu dis, ok, bon, c'est bon, je sais ce que je veux faire, c'est ça ma vocation. Et puis après, tout paraît
plus clair, en fait. Alors, ma grand-mère, forcément, elle voulait que je continue mes études pour devenir prof d'anglais ou je ne sais quoi. Je lui ai fait plaisir, donc j'ai continué mes études, mais en aucun cas, j'avais pour objectif de devenir prof d'anglais, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été. Oui. Ah bon? Un petit peu avec tes combattants, j'imagine quand même. Ouais, non, mais quand je suis à l'étranger, je suis obligé de parler, enfin, je parle anglais, mais... Et tu sais, parce que ça, pour le coup, c'est intéressant, parce que en faisant des recherches sur le podcast, j'ai vu le gène du DRD4-7R, c'est celui qu'on appelle le gène du combattant. Alors, c'est toujours un peu gris, il y en a plein qui disent que c'est un petit peu du bullshit, mais est-ce que tu sais si tu étais d'ores et déjà un combattant né, ou est-ce que c'est l'environnement dans lequel tu as évolué qui a fait que tu étais un combattant? Alors, c'est dur à répondre à cette question. Je ne me souviens pas de moi quand j'ai 3-4 ans, tu vois, donc c'est compliqué de... Mais aussi loin que je puisse remonter, j'ai toujours eu une fibre combative, tu vois. J'ai toujours été... Alors, parce que... un truc qui m'a toujours énervé, c'est ouais, mais c'est parce que t'es grand. Non, c'est pas parce que je suis grand. Quand j'étais petit, avant ma croissance spontanée, j'ai toujours eu ce truc de, d'une part, de pas me laisser faire, d'autre part, avoir de la combativité. Tu vois, y a un truc qui se présente devant moi, plutôt que de fuir. J'ai des potes à moi qui leur réflexe premier, ça va être de fuir, alors que moi, ça va être d'aller affronter le truc, tu vois, parce que ça fait partie de mon tempérament et ça n'a rien à voir avec ma taille, c'est mon tempérament. C'est intéressant. Et toi, par exemple, tu te souviens de la première fois que tu es rentré dans une salle de sport de combat en général? Ouais. En fait, j'avais fait beaucoup d'arts martiaux Viet Vo Dao. Okay. Et puis, j'ai voulu m'essayer à la boxe. Okay. Et c'était au club militaire. Mon père, comme il était militaire, il m'a fait rentrer là-dedans. Et en fait, il n'y avait que des espèces de dockers, en fait, des mecs super costauds avec le visage vachement fermé. Ça sentait fort. C'était très... Il n'y avait rien. Il y avait du parquet et des sacs, quoi. Et je me souviens que je suis rentré chez moi, je m'étais fait exploser. C'était une espèce c'était à l'ancienne, quoi. Il m'avait défoncé pour voir si j'allais revenir la fois d'après. J'étais revenu la fois d'après. Et c'est comme ça que j'ai épousé ce monde-là, à mon niveau, encore une fois. Oui. Mais ce qui m'avait frappé, c'était effectivement on parle pas. Il n'y a pas des grandes explications. Ce qu'on se disait tout à l'heure avec les gars qui racontent plus qu'ils ne font. En fait, on parle pas. T'as une démo qui dure, 10 secondes, quoi. 15 secondes, il rentre des questions. Après, tu la refais 120 fois. Et moi, je sais que c'était ça qu'il me fallait. Parce que j'aime pas les longues phrases. Et pourtant, j'ai un métier, tu vois, où j'entends. Ouais, tu m'étonnes. Tu vois, j'entends. Mais même dans la partie scientifique, quand je fais des recherches, que je présente des conférences ou quoi, j'aime pas parler longtemps. Et quelqu'un qui commence une phrase par « c'est compliqué », ça me gonfle déjà parce qu'en fait, quoi que ce soit, c'est pas compliqué. Il suffit de le simplifier, tu me l'expliques, et après, tu complexifies en chemin, et on va comprendre, t'inquiète pas. Mais voilà, il faut des trucs simples. Et à la boxe, c'était des trucs très simples. Ça veut pas dire que c'est pas compliqué, hein. Ça veut dire que l'explication, c'est toujours très simple, et on parle peu. Donc, j'ai adopté. Et j'y suis toujours. Tout à fait. Et tu as une réflexion, par exemple, par rapport à ce que raconte un peu Cyril. Tu as vu beaucoup, pour le coup, de combattants. Je pense notamment à Thomas Louberzan, qu'on connaît tous les deux. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés à l'occasion du Rascamp. Je ne sais plus si c'était le deuxième ou le troisième Rascamp. J'ai un doute. Le deuxième, ouais. Peut-être le deuxième Rascamp. Donc, je suppose que tu as aussi observé ce genre de réaction. D'ailleurs, je trouve qu'entre la vie de Thomas Louberzan et celle de Cyril, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Ouais, il y a un peu des similitudes. Hein. Après, je ne vais pas parler au nom de Non, Thomas, parce complètement que pas. C'est sa vie privée. Mais effectivement, oui, il y a un début de vie qui n'est pas simple aussi. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a de commun, pour rebondir par rapport à tout ce que tu as raconté, et moi, ce que j'ai dans toutes les consultations, ce qu'il y a de commun, c'est une vie dure, et une volonté de maîtriser la violence de cette vie par une violence cadrée. Et tu vois, comme si c'était pour reprendre la maîtrise sur la violence. Ouais. C'est pour ça qu'après, ça fait des gens qui sont particulièrement calmes. Dire des grands champions de sport de combat excités, c'est rare, quoi. Tu vois, à part dans la grande époque où... ils étaient sous testostérone. Oui, probablement, ça devait... Conor McGregor, c'est ce que je vais dire. Ouais, voilà, mais bon, c'est bon.
C'est peut-être aussi un tempérament. Puis quelle est la part de l'acting aussi? Il y avait peut-être aussi un peu ça. Non, mais je pense qu'il y a des extrêmes, bien sûr. Donc, même chez les combattants, il y a des mecs qui sont excités, tu as l'impression qu'ils sont sous coke H24. Je pense à Merab, par exemple, actuellement. Merab Djadjili, actuellement. Il est bien speed. Ouais. Il est bien speed. Pas dans un côté violent, mais il a l'air un peu habitué. Mais c'est vrai que dans la grande majorité, ça a plutôt tendance à apaiser, quoi. Ouais. C'est des gens calmes. Hein. Ouais. Enfin, moi, quand je rentre dans une salle, je me sens particulièrement bien parce qu'il n'y a que des gens calmes, en fait. Puisque de toute façon, il n'y a pas de suspense, on sait qu'on va se mettre sur la tronche. Donc déjà, il y a cette espèce de tension qui se lève tout de suite, c'est qu'on va y arriver. Alors que tu vois, là, je suis allé faire du tennis dernièrement, ça faisait longtemps, je n'étais plus allé. Et en fait, il y avait une tension palpable, un peu de gens qui se matent. Ouais. Et si t'aimes pas sa gueule, il va rien se passer, quoi. Parce que de toute façon, tu vas faire du tennis avec lui, donc rien ne va se régler. Donc, il y a comme une tension qui reste un peu irrésolue. Alors que là, tu rentres à la salle, tu sais que ça va bien se passer, puisque de toute façon, on va se mettre dessus. Et c'est OK. Et vous avez d'autres pratiques que je dirais extrêmes, ou en tout cas qui flirtent avec le danger à côté, ou pas du tout? Je sais pas, ce que vous faites. Je suis marié. J'imagine. Ouais, ça c'est une bonne dur. réponse. Très bonne. Je pense qu'on risque plus en étant en couple qu'en faisant des sports de combat. Voilà. Non, mais par exemple, je sais pas, des sports de glisse. Je sais que je parlais par exemple avec Johan Salvador, qui est coach de TFT, donc à Toulouse, un coach de MMA, et lui disait qu'en fait, il aime pas les autres sports et qu'en fait, même quand il les a fait, notamment le saut en parachute, il avait pas la même adrénaline qu'en rentrant dans la cage. Ouais. Je trouve, alors c'est pas la même adrénaline, mais le saut en parachute, c'est quand même. Alors c'est peut-être parce que c'était ma première fois et que j'ai pas l'habitude, mais l'adrénaline du saut en parachute était beaucoup plus intense. Okay. Intense et peut-être dur à maîtriser, juste parce que. Alors peut-être que c'est parce que je suis vraiment dans l'inconnu et que le sport de combat, avant d'avoir fait mon premier combat, tu as déjà une approche qui dure plusieurs mois et tu fais des sparring et tout ça. Le saut en parachute, t'as sauté ou t'as pas sauté, tu vois. Donc non, mais l'adrénaline n'est pas pareil, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que justement tu avais un côté de rechercher ces autres expressions de recherche d'adrénaline, etc. Je pense que une fois que tu as goûté à l'adrénaline et à l'ivresse que ça te procure, et le sentiment quand tu as bravé le danger et que tu as réussi, ça te procure une sensation de dingue. Ouais. Dopamine, adrénaline, je pense que c'est tous les mines dedans en même temps, tu vois, je pense. Tu fais un cocktail. Hein. Parce qu'il faut bien s'arrêter sur l'expérience de Cyril. Hein. C'est des stades entiers, des jeux de lumière, de la musique. C'est pas la compète départementale du coin, quoi. Et attention, parce que mon premier combat, je m'en souviens. Ouais. Je m'en souviens aussi bien que je me souviens de mon combat contre Shogun avec 50 000 personnes. Ouais. Mon premier combat, j'ai autant de mémoire, de souvenirs, alors qu'il est bien plus ancien, tu vois. Mais c'est un point d'ancrage, j'imagine. Ah, sûr. Parce qu'il a défini aussi tes... Il m'a défini, tout simplement. La première fois où tu rentres dans un ring et que tu t'es jamais tapé avec un mec et que tu sais que là, c'est pour de bon et qu'il va essayer de t'arracher la tête, la préparation psychologique que tu te fais sur toi-même, encore une fois, tu vois, tu vas dans l'inconnu. C'est comme quand je disais le saut en parachute. Là, tu vas dans l'inconnu. Tu vas te taper avec un mec, c'est prévu. Lui, tu sais qu'il s'est entraîné à te faire du mal. Il y a tout un tas de trucs et donc c'est un espèce de, ça va crescendo, tu vois, parce que tu sais que tu vas combattre peut-être un mois avant ou un mois et demi avant. Donc pendant un mois, tu cuis dans ton propre jus, tu vois. Et puis le jour du combat arrive, tu le vois pour la première fois. Première décharge d'adrénaline à foison, tu vois. Tu es en train de trembler, tu vois, tellement que tu es rempli d'adrénaline, tu trembles. Et puis après, tu rentres dans le ring, vous regardez, enfin, c'est des sensations qui sont ouf, quoi. Ouais. Qui sont ouf. Et c'est pour ça que je reviens à ce que disait à un moment donné, à partir du moment... C'est pour ça que il faut pas se comparer. Il dit faut pas se comparer. Mais si, on peut se comparer parce que les sensations que lui, il ressent
Quand il va se taper avec un nouveau qui voit un peu costaud, qui sait que il envoie de la semoule et tout ça et qu'il va se confronter à lui, bah, c'est des sensations qui sont similaires à, tu vois, peut-être à moins intenses, mais c'est les mêmes. Ouais. C'est de l'adrénaline, de l'anxiété, de l'agressivité aussi. Tu vois, le cortex masculin, le primaire, tu vois, qui est en full alerte, tu vois, il est là et c'est rare des occasions dans la vie d'un mec où tu peux ressentir ces trucs-là. Après, je trouve que le premier combat ou la première opposition, elle a aussi quelque chose d'un... Alors, ça dépend comment tu vas le prendre, parce qu'il y en a qui vont se dire, bon, bah, en fait, c'était pas fait pour moi, mais il y a aussi parfois un épiphanie philosophique, c'est-à-dire, ah, bah, c'était ça, en fait. C'était ça que je voulais faire. Oui. C'était... Bien sûr. Pour toi, pour le coup, je pense qu'il y avait aussi un peu de ça, genre, ah, bah, c'est bon, j'avais toute la violence que j'avais, tout ce que j'ai vécu, maintenant, ça a un sens, maintenant, je Alors, vais dans la direction. je l'ai pas conscientisé Immédiatement, j'imagine. Ouais, j'avais 18 ans, tu vois, t'es pas en train de philosopher sur Non. le pourquoi du comment. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que tu te fais du mal. Tu te fais du mal dans tous les sens du terme, physique, psychologique et tout ça. Tu te fais du mal. Donc, à l'entraînement, tu te tapes avec un mec et tout ça. Tu fais du sparring, tu fais tout un tas de trucs. Tu te fais du mal. Psychologiquement, tu te fais du mal parce que c'est toi qui te force à aller dans la... Personne te force. Hein. Ouais. C'est toi qui te force à rentrer dans le ring. Donc, il y a une espèce d'un truc que tu t'imposes. Ouais. Et quand tu l'as fait, et que tu es à la fin du combat, et que tu as gagné ou que tu as perdu d'ailleurs, il y a une satisfaction de malade mental, parce que tu sais que tu as tout bravé en fait. Tu vois ? Et pour le coup, je vais vous poser la question à tous les deux. C'est quoi le moment où justement tu as senti cette espèce d'extrême, de top de sensation? Parce que je suppose pour le coup que vos deux réponses seront pas identiques. Je parlais notamment avec Owen Jason, qui est combattant Hexagone. Ouais. Et lui, il disait que c'était le combat qu'il a eu à Toulouse avec tout le monde qui l'encensait. Je parle de son premier combat à Toulouse, avec où il claque un gros KO. Bah là, il dit, je crois que j'ai jamais senti autant de... Tu vois, je prends souvent cette métaphore, mais dans Titanic, tu as une scène avec Leonardo DiCaprio il est à la proue du bateau avec sa gonzesse, et puis il fait « I'm the king of the world », tu vois, où tu sens le truc où il a vraiment l'impression d'être le roi du monde, tu vois. Ouais. Et bah, je te jure que quand tu as fait un combat... où il y a une énorme pression, tu sais que le mec qui est en face de toi, c'était un tueur à gages et tout ça, machin, et que tu gagnes par KO, par exemple, parce que ça, c'est le summum pour un combattant, tu vois. Tu gagnes par KO et il y a une sensation de libération. Au moment où il tombe et que tu réalises que tu as gagné et qu'il ne va pas revenir, tu vois, tu as une sensation de ouf. Toute puissance, presque. De toute puissance. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'instant T, tu te demandes comment tu te sens et tout machin. Bah, je suis vraiment le roi du monde. Et il y a personne qui peut me battre. Il y en a un de tes combats qui, genre, même parmi tous ces extrêmes-là, il y en a un où cette sensation, elle était folle. Je pense par exemple à... T'as traversé en fait plusieurs combats où t'enchaînes les défaites. Ouais. Et après, justement, tu reviens. Est-ce que par exemple, ces combats-là de retour ont été aussi des... Écoute, j'ai pas le souvenir de... J'ai pas le souvenir alors, je me souviens très bien de la sensation après mon premier combat. Ouais. Devenir champion du monde aussi pour la première fois. Mon premier combat à l'UFC. Il y en a peut-être 4 ou 5. Ouais. Tu vois, j'en ai une centaine de combats professionnels, mais il y en a vraiment 4 ou 5 où je me souviens, comme si je les vivais tout de suite là. Okay. La sensation que ça me procurait. Et à chaque fois, c'est, comme je te dis, la sensation de toute puissance. T'as l'impression qu'à ce moment-là, t'es imbattable. Il n'y a personne sur Terre qui peut te battre. C'est fou. Et pour le coup, toi, Maxime, pas forcément d'ailleurs justement dans les sports de combat, je trouve justement que ce serait même intéressant si on avait d'autres exemples comme ça. Ouais, non, moi, c'est pas du tout dans les sports de combat, hein, parce que je dis, j'ai fait une compète, et puis après, le reste, c'est des sparring plutôt durs, même de prépa ou quoi. Il n'y a pas de gloire vraiment... même si je me sens bien après, c'est pas l'extase. Non, je m'étais jamais posé la question, en vérité. Du coup, j'y réfléchissais pendant que vous parliez. Et en fait, un moment où je me suis vraiment senti
À ma place, c'était justement à Paris. Donc, pendant que je faisais ma thèse, en fait, je donnais des cours à la fac de médecine, à la Pitié-Salpêtrière, donc en plein centre. Et on m'avait demandé de re-remplir les amphis d'infirmiers, d'élèves infirmiers, parce qu'en fait, ils étaient de plus en plus déserts, parce que les cours de psycho étaient chiants. Et donc, je suis arrivé la première fois, effectivement, c'était un grand amphi de 400, et il y avait peut-être 100 personnes, quoi. Et donc, j'ai fait le taf, jusqu'au moment où il y a eu 2 amphis, donc un amphi de 400 qui était plein à craquer, et ils en avaient ouvert un autre, où j'étais filmé, et où le cours était retranscrit, mais juste à côté, quoi, retransmis juste à côté. Et c'était mes grands premiers amphis, quoi, tu vois, 400 et 400. Et c'était... ouais, quand je suis sorti de là, j'étais content parce que j'avais capté que j'étais à ma place, j'avais rempli ma mission et que j'avais fait... Il y a un autre type de combat, hein. C'est un combat de la pensée, c'est-à-dire qu'on est face à des tas d'étudiants qui ont des questions qui sont parfois tout à fait... désintéressés, quoi. Juste, ils veulent savoir. Et puis, il y en a qui veulent descendre le prof aussi devant tout le monde. Et en fait, quand tu es devant 400 personnes, que tu as cet enjeu-là, tu te dis, putain, j'espère que je vais pas passer pour un con, quoi. Alors déjà, le fait de descendre les marches de l'amphi, il y a je sais pas combien de marches, déjà, tu peux te casser la gueule. Enfin, tu vois, niveau crédibilité, 0, déjà. Et puis ensuite, si le cours est nul, tout le monde se barre, tu perds ta répute. Donc là, j'ai compris que j'étais vraiment à ma place et que ça faisait partie des signes qui me disaient, bah ouais, reste dans cette voie, t'es bien, quoi. La voie psy, reste, t'es bien. Donc pour tous les deux, c'est les moments que, en tout cas, un petit peu de cette pensée extrême, c'était 2 moments où vous avez compris quelle place vous aviez plus ou moins dans le monde, ou en tout cas quelle place vous aviez envie aussi de vous donner dans le monde, j'imagine. Oui. En fait, un des problèmes majeurs, là, c'est de savoir quelle place on a dans la société. C'est vraiment à quoi je sers, qu'est-ce qu'on attend de moi. Et quand on l'a trouvé, cette place, ça donne une sérénité qui n'a pas de prix, en fait. Parce que le reste de la population se demande toujours ce qu'ils vont pouvoir faire, comment ils vont pouvoir être utiles. Alors, ils ont des jobs un peu bizarres, chargés de marketing, machin, des trucs que moi, je ne comprends pas. Et eux-mêmes ne comprennent pas. Ça les réjouit pas. Donc, du coup, il faut un peu de bénévolat à côté pour essayer de mettre du sens. Mais c'est pareil, ça les réjouit pas non plus complètement. Donc, du coup, il faut une famille pour voir si c'est ça qui manque. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. C'est juste qu'ils sont pas à leur place. Ils n'ont pas réussi à trouver vraiment leur voie. Et ceux qui ont eu la chance d'un coup de tomber sur un chemin ou de se créer un chemin, te dire, ah, mais en fait, moi, je suis là, c'est bon. Tu vois, moi, la psy, par exemple, je sais que c'est dur, hein. Je rentre parfois le soir, je suis complètement explosé. J'ai des enfants, j'ai une épouse qui est adorable, mais je rentre tout de suite dans le flux familial, quoi. Tu vois, il y a ça qui a à faire, ça qui est truc. Et moi, on m'a parlé de suicide, parfois de meurtre, parfois de trucs. J'ai pas la tête à ça. Pour autant, je sais que je pourrais rien faire d'autre. C'est-à-dire, demain, tu me dis, tu fais consultant, machin, payer 15 000 balles. Oui, c'est bien pour les sous, je dis pas, mais je comprends pas, quoi. Je suis pas chez moi. Pas ma place. Je trouve aussi intéressant que dans les 2 cas que vous citez, c'est aussi des rapports au monde à chaque fois. C'est-à-dire, certes, c'est par exemple le fait de gagner un combat, c'est toi qui gagnes, mais ta réflexion, c'est je suis le plus fort du monde. Il y a quand même un rapport aussi à l'altérité, aux autres. Toi aussi, d'ailleurs, pareil, dans un amphithéâtre. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est comme s'il y avait une espèce de résonance qui se crée, comme une espèce de... Je pense que même si, encore une fois, ce truc-là, ce défi, c'est moi qui me l'impose à moi. Il y a un truc qui est indéniable, c'est aussi que tu as envie de montrer à tout le monde aussi que tu as réussi ton pari. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas genre... je suis dans une pièce dans le noir, dans l'obscurité, et j'ai réussi à faire mon... Non, tu t'es challengé, tu t'es imposé un truc qui est putain de dur, tu vois, parce que c'est dur. Et en même temps, t'as pas envie de le faire cacher du monde aussi, tu vois. Alors, je fais bien la différence entre
le faire dans le but uniquement d'avoir de la reconnaissance et de jouir d'une reconnaissance et d'apprécier la reconnaissance que tu peux avoir, tu vois. Mais le challenge, il est pour toi, tu vois. Quand tu rentres dans une cage, enfin, moi, j'ai l'impression, peut-être que c'est ma façon de voir les choses, mais j'ai l'impression que ce sport-là, enfin, les sports de combat durs, si tu le fais pour les autres ou pour épater les autres, c'est pas suffisant pour devenir quelqu'un ou quelque chose ou d'arriver à un objectif. Il y a forcément quelque chose qui vient de toi, ouais. de ton toi profond, tu vois. Je vois pas le mec, même l'argent, tu vois, parce que l'argent, oui, ça peut être un booster. Ouais. Ça peut être un amplificateur de motivation ou de détermination ou je ne sais quoi. Mais déjà, vouloir rentrer dans une cage ou dans un ring, te taper avec un autre mec, la motivation première, c'est pas l'argent, tu vois. C'est pas l'argent, c'est pas les autres. Ça vient de plus profond, je pense. Alors je me pose, ça pour le coup c'est une question que je me pose et dedans d'ailleurs dans l'essai qu'on a commencé à rédiger avec donc mon ami Tanguy Modric qui pour le coup n'est pas là, il est dans le sud donc c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est